Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous directement de Montréal. Alors, nous sommes ce dimanche 16, oui, 16 juin 2024. J'espère que vous vous portez bien. Je vais juste ajuster ici mon image. Voilà, voilà. Oups, attendez une seconde. Voilà. Alors, voilà, nous sommes de retour pour les Facebook Live en ce dimanche 16 juin. Mathieu Martel avec vous. Simplement me signifie à savoir si le son est bon et l'image est adéquate. Je suis en train ici de vérifier ma luminosité. Voilà. Oups, on dirait que j'ai perdu quelque chose. Je ne comprends pas ici. J'espère que toute la luminosité est adéquate. Bonsoir tout le monde. Alors, le sujet de ce soir, nous avons bien sûr commencé le sujet de ce soir en abordant d'abord nos points d'information. Laissons le temps aux gens de se joindre à nous. C'est le fameux Bloomsday. Oui, c'est quoi le fameux Bloomsday? Alors voilà, je vais vous dire ça, le Bloomsday, qui a commencé, donc c'est bien sûr une fête irlandaise qui se tient le 16 juin, hein, à Dublin notamment, de chaque année. C'est en lien avec l'écrivain James Joyce, qui a publié Ulysse en 1922. Et le Bloomsday a été célébré la première fois le 16 juin 1954. Donc, ça fait plus de, quoi on pourrait dire, 70 ans. Voilà. Et sachez que Ulysse de Joyce, publié en 1922, grâce à Sylvia Beach, bien sûr, hein, celle qui a ouvert la librairie anglophone à Paris, le fameux Shakespeare Echo. Voilà. Ça, maintenant, quelques auditeurs et auditrices en ligne. On laisse le temps aux gens de se joindre à nous. On va commencer avec les points d'information. Un spécial mensonge ce soir. Donc, oui, je vais faire même 3 affirmations. Vous me direz quelles sont les vérités et quels sont le mensonge. On fera ça à la fin de la rencontre. Hein. Je vous fais 3 affirmations. Et un spécial mensonge. Que penser du mensonge? Mais je veux même davantage problématiser autour de ça. Sachez que c'est une rencontre spontanée, intuitive, inspirée. Je n'ai pas fait de plan, je n'ai pas de filet, et je vais y aller d'une question. Je vais aller avec une question large, mais on va y aller avec une problématique plus précise dans quelques instants. Bon, j'en profite pour bien sûr essuyer mes lunettes. Et on va y aller avec les points d'information. On a des belles nouvelles à vous annoncer. Bon, il n'y aura pas de voyage à Paris pour l'instant. Pas pour l'instant, pas au mois de juin. On verra peut-être aller au sud de la France un peu plus tard cet été. On nous verra. Allons-y, oui, bien sûr. Écoutez, on a eu 130 inscriptions à notre dernière rencontre. C'était le 13. Bien sûr, c'était jeudi le 13. Super rencontre disponible sur YouTube. Ben oui, il faut que j'aille chercher ça. Peut-être demander à Jean Rivet de coller notre conférence. Je vais aller chercher ça ici. On va commencer par comment vous inscrire à notre prochaine activité. Donc, on laisse le temps. On est 6 en ce moment. Olivier est déjà rendu avec une thèse. Notre prochain sujet, l'authenticité, un chemin vers la liberté, webinaire du samedi 29 juin. Si vous ne pouvez pas être là le samedi, c'est pas grave. Vous inscrivez pareil, vous allez recevoir l'enregistrement vidéo de cette conférence d'1h15. Voilà pour les premières nouvelles, les premières infos. C'est notre prochaine rencontre, webinaire Zoom avec Vox Populi, notre 16e rencontre à peu près. C'est samedi le 29 en direct ou en reprise, que vous soyez au Québec ou en France. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vais aller chercher la vidéo. J'espère que... Mais ou à moins que je demande à Cathy d'aller voir sur Réseau Vox Populi YouTube et d'acheminer dans les liens l'enregistrement de notre dernière rencontre. Oui, de notre dernière rencontre de jeudi dernier. Bien sûr, qui était 10 exercices pratiques des exercices de philosophie.
je peux demander à Cathy d'aller chercher ça. Réseau Vox Populi sur YouTube, notre dernière conférence enregistrée. Et bien, on va faire encore mieux que ça. Je vais vous aider. On est toujours dans les points d'information. J'ai ma section vidéo, justement, sur mon site Mathieu Martel. Et vous avez accès, justement, je vais le coller tout de suite ici, à tous les enregistrements webinaires. Voilà, ici, c'est déjà indiqué dans la section vidéo. Alors, j'espère que le son est bon, que l'image est convenable. J'avais oublié de vous parler de quelque chose aussi. Bien oui, notre rencontre du mois d'août. Un atelier en ligne. Je vais aller chercher ça. Ça ne sera pas long. Le 17 août. Le 17 août. Et sachez que on va avoir un événement aussi en présence. Attendez, je suis dans Accueil, oui. On va avoir un événement en présence au mois de septembre. Donc, une super rencontre. Mais avant ça, on va se rencontrer au mois d'août. Un atelier de philosophie réflexive. On me dit que le son est très bon. Je mets ça dans le clavardage. Donc, pour les gens qui vont nous écouter en différé ou plus tard, vous allez pouvoir regarder la section clavardage. Je vais bien sûr vous poser une question. On parle du mensonge ce soir. Sujet décidé à la dernière minute car je suis en train de lire les passages sur le fameux débat Kant, Emmanuel Kant, Benjamin Constant au sujet du mensonge. J'ai déjà abordé cette vision-là. Hein? Pour Kant, la vérité est un devoir absolu. Hein? Nous devons, en toute situation, dire la vérité. Bien sûr, pour Constant, d'absolutiser ce principe de « il faut toujours dire la vérité » est problématique. Hein, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'imaginez que on a cette fameuse scène-là que on vous demande de cacher des réfugiés pour les protéger et que le pouvoir ou le pouvoir dominant vient cogner à votre porte et vous demande est-ce que vous avez caché des réfugiés et vous dites non, bien, vous le faites pour préserver la vie d'individus et pour Benjamin Constant, tout droit implique un devoir, tout devoir implique un droit, ils sont interreliés, ces deux principes de droit et de devoir. Alors la personne qui veut éliminer ou mettre en jeu la vie de quelqu'un ne mérite pas qu'on lui dise la vérité. Donc la vérité doit être dite dans un contexte, c'est conditionnel au respect, dans ce cas-ci, au respect, au droit à la vie. Mais là, je résume ça très rapidement, mais ma question de ce soir est encore plus intéressante que celle-ci. Je l'ai mûri aujourd'hui légèrement en lisant ce texte, le débat chez Mille et une nuits. Hein, tu as des extraits de texte de Kant et de Benjamin Constant. Tu as deux écoles de pensée, une école utilitariste, conséquentialiste, puis une école déontologique, celle de Kant. Mais la question que je veux me poser, okay, et je ne l'ai pas, c'est simplement une problématique. Elle concerne le menteur ou la menteuse. Bon, on parle d'individus qui font une pratique, comment dire, ok, qui font une pratique courante du mensonge, ok? On va se mettre à la place de ces gens-là, on va tenter de réfléchir. Ma question est la suivante. On a déjà fait quelques lives sur le mensonge, mais la question de ce soir, si j'avais à la reformuler, ce n'est pas que penser du mensonge en général, mais c'est dans le contexte, ok, mettons qu'on rencontre dans notre vie des individus, hommes ou femmes, qui pratiquent le mensonge journellement, assez souvent. Tentons de nous mettre à leur place. C'est peut-être pas facile, mais tentons de se demander, est-ce que les gens qui mentent de manière continue,
comme pratique quotidienne, croyez-vous qu'ils sont capables d'avoir confiance en autrui? Ça, c'est une première question. Le praticien du mensonge a-t-il confiance en autrui? Hein? Lui qui trompe autrui volontairement. Hein? Lui qui... Revenons à la définition du mensonge. Hein? Qu'est-ce que mentir? On vient avec quelque chose, on est déjà avec quelque chose de simple. On vous demande, mon libraire me demande l'autre fois, as-tu lu Le Rouge et le Noir de Stendhal? Qui est Stendhal? Il faut comprendre que mon libraire est un ancien disquaire recyclé en libraire, qui a lu quelques livres, mais bon, il n'est pas familier avec Stendhal. Récemment, Régis Debray a réfléchi à savoir qui est le plus grand écrivain français. Est-ce Stendhal, Henri Belle ou Victor Hugo? Hein? Régis Debray. Réfléchis là-dessus. Mais revenons au point. On vous demande, avez-vous lu Stendhal ou La République de Platon au complet ou Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche? On vous demande ça. Et vous dites, oui, je l'ai lu. Mais là, vous avez menti à quelqu'un. Donc, vous savez que vous n'avez pas lu ces livres. Et vous dites à la personne qui vous interroge que vous l'avez fait. Donc, vous savez d'une part que c'est faux, hein, que vous n'avez jamais lu ces livres au complet. Vous savez que vous ne dites pas la vérité à autrui. Et vous savez que vous trompez autrui. Mais ça, mettons que vous faites plein de mensonges dans une journée, c'est devenu une pratique pour vous. La première question qu'on se pose, les gens qui mentent en série, les menteurs en série, arrivent-ils à faire confiance à autrui? Ou est-ce que ça veut dire que les menteurs se disent la majorité des gens ne mentent pas? Donc, je risque peu de me faire duper. Je pourrais me faire duper. Est-ce que le menteur, croyez-vous que le menteur accepte les conditions de ce jeu, de se faire lui-même flouer? Ma première question, c'est est-ce que le menteur a confiance aux autres individus ou aurait même confiance? Serait-il confiant devant un autre menteur? Hein, c'est une autre question que je pose. Nous allons revenir à notre problématique. J'en profite pour vous saluer. Merci à tous et à toutes d'être là. Petit live de manière spontanée en ce dimanche 19h. Philosophie réflexive existentielle. On se pose quelques questions philosophiques comme ça. Salutations à Christian, Cathy, Vanda, Maudaline, Olivier. Peut-être voir Olivier demain. Salutations aussi à Nicole et à Martin qui viennent d'arriver. OK, Olivier a déjà écrit certains éléments sur le mensonge. Celui qui ment fait-il confiance à autrui? Le menteur a-t-il confiance en autrui? Le menteur accepte-t-il de se faire mentir? Est-il affecté? Pensez-y, le menteur est-il affecté lui-même lorsqu'il subit, se fait flouer? Est-ce qu'un menteur veut se faire mentir? Apprécie se faire mentir? Vous voyez là avec les commentaires, je pose quelques questions, je n'y répondrai pas. Ça m'est venu aujourd'hui. On peut choisir une vie de dire la vérité le plus souvent possible.
ou une vie de mentir pour arriver à ses fins. On a déjà réfléchi là-dessus. Hein, pourquoi certains mentent-ils? Par peur de déplaire, pour cacher, mettons que tu vends un objet, pour cacher. Hein, tu peux mentir par omission en ne dévoilant pas toutes les informations concernant l'instrument que tu veux vendre, etc. Tu peux aussi mentir pour l'appât du gain. Hein? Faire une vente, etc. OK, il y en a des petits commentaires ici. Premièrement, Olivier. D'une part, les menteurs doivent constamment faire attention pour ne pas se tromper dans leurs mensonges. Intéressant. Se souviendront-ils à qui ils ont menti et à quel propos, qu'est-ce qu'ils ont modifié de la réalité d'une information ou d'un fait? Ce n'est pas évident. Merci pour le commentaire. Vanda dit celui qui ment ne croit pas autrui. Mais comment pourrait-il être capable d'établir des liens d'affaires s'il n'y a pas confiance? S'il n'y a pas de confiance entre deux individus? Vous savez que les gens qui ne tiennent pas leurs promesses ou qui ne tiennent pas leurs paroles vont en gagner une certaine réputation. Ils seront des personnes non fiables et non avec qui nous ne ferons pas certaines affaires. On y voit avec l'exemple du contexte en affaires. OK. On pose la question à Vanda, celui qui ment ne croit pas autrui. Pourquoi a-t-il de la difficulté à croire autrui? Parce que lui, il pratique la duplicité, il pratique le mensonge. Va-t-il se méfier d'autrui à outrance? OK. Quel autre commentaire que nous avons? Nicole nous dit le 27 août est un mardi. Nicole, la conférence sera le 29 juin. Je m'excuse, je me suis peut-être trompé. Christian nous dit qu'il y a des mensonges blancs, des pieux mensonges, des mensonges légers. Olivier nous dit que le mensonge est un système d'autodéfense. Mais dans quel contexte? Autodéfense. Admettons que j'ai une voiture, j'ai une voiture à vendre. On y va avec un exemple concret. Je suis propriétaire, par exemple, ce n'est pas le cas, d'une voiture depuis très longtemps. Je l'ai achetée neuve, je sais toutes les réparations que j'ai fait faire sur la voiture, j'ai les factures. Mais lors de la vente, j'omets de dire de manière délibérée et consciente, je ne dis pas les derniers problèmes que subit la voiture. Problème de frein, problème de transmission, problème d'alternateur. J'omets de transmettre des informations, donc l'acheteur ne fera pas un achat en toute connaissance de cause. Il ne sera pas éclairé par le vendeur parce que je veux en tirer un bon prix. Donc, je peux faire ça dans cet objectif-là, pour m'avantager, pour l'appât du gain, pour atteindre mes buts. Est-ce que le menteur va commencer à se méfier de tout le monde, étant donné que lui-même a un comportement erratique et trompeur? Je pose cette question-là. Ça, c'est la première question. Et que se passe-t-il si le menteur fait face à un autre menteur aussi
Écoute, ce sont des jeux. En ce moment, on y va avec des situations. Olivier nous dit que le menteur, donc, fait d'une espèce d'autodéfense. Donc, autodéfense, j'essaie de comprendre ce concept-là. Il, se, il ne dit pas toute la vérité, il n'informe pas son acheteur. Pour quelle raison? Est-ce que simplement pour un gain avantageux? Ça, on a déjà posé ces questions-là. Pourquoi mentons-nous? Pour ne pas blesser autrui? Pour profiter d'un gain, par exemple? On s'est même posé la question sur les conséquences du mensonge. Allez voir dans la section vidéo, on a déjà réfléchi là-dessus. Mais ce soir, c'est sûr, c'est presque une question psychologique en quelque sorte. Celui ou celle qui pratique le mensonge, est-ce que cette personne-là espère rencontrer des gens qui ne mentent pas? Je pense que il n'apprécie pas, il n'apprécierait pas de se faire mentir et de se faire flouer. Donc, Platon va... Bon, je n'ai pas étudié Platon concernant le mensonge, mais il parle de la haine du langage, c'est-à-dire qu'on se sert du langage pour tromper autrui volontairement. Donc, on ne respecte pas autrui, on ne respecte pas la notion de vérité, d'information juste. Mais est-ce que la vérité est importante pour le menteur? Hein? Nicole nous dit le menteur doit penser que tous les autres ont le même réflexe que lui, mentir pour se faufiler, se justifier pour l'appât du gain. Donc, les gens seraient finalement, hein, on aurait de la difficulté à faire confiance à autrui, puis on pourrait se dire finalement que, aujourd'hui, j'ai perdu la joute, je me suis fait tremper, aussi par un menteur. Ce qui est intéressant chez Kant à ce sujet-là, c'est que Kant va nous dire, imaginons une société où tous et toutes mentent. Cela serait en fin de compte une pratique où il n'y aurait plus du tout de respect de l'être humain et où la notion de vérité s'auto-détruirait. Hein, si c'est un principe contradictoire, si on venait à tous et toutes pratiquer le mensonge, Kant nous dirait que, finalement, on ne respecte pas autrui qui est devant nous. On le prend comme un moyen. Et d'autre part, ce principe, s'il était pratiqué par tous et toutes, d'une manière très, très étendue, ça viendrait autodétruire la notion de vérité. OK, Nicole nous dit elle dit que le menteur projette son comportement sur les autres. OK, il voit peut-être comme tout le monde étant menteur, donc s'il réussit. Donc, il doit aussi lui-même, s'il veut arriver à ses fins, évaluer si l'autre est en train de lui mentir. Donc, il se méfie de l'autre et tente de ne pas se faire avoir. Donc là, on tombe dans le lien de la relation de méfiance. Il y a une perte de confiance, on est dans la méfiance. Voilà. Alors, merci à tous et à toutes d'être présentes. Écoutez, ce soir, c'est une autre approche. Je suis allé à un spectacle de chorale cet après-midi, voir le chœur Solis. C'était plein d'émotions. C'était 19 chansons avec 2 rappels. C'était merveilleux. Au Cégep Onsic, un concert annuel. Voilà.
Maudaline nous rappelle ce que nous avions parlé à la dernière rencontre sur le mensonge. Je ne l'ai pas écouté, je pense que j'en ai fait plusieurs. Si vous allez voir dans la section vidéo, vous avez différents thèmes. On y va toujours d'une manière spontanée. Des fois, c'est un peu plus systématique. À ce sujet, on a fait quelques-uns sur le mensonge. Sachez qu'on a à peu près pas loin de 290 enregistrements depuis mars 2020. Ça fait déjà 4 ans. Et voilà. Nicole se dit incapable d'imaginer, mais oui, le menteur dupé, le menteur trompé par un autre menteur. Qu'est-ce que. Admettons qu'il est déçu. Hein? S'il est déçu parce qu'il est trompé par un autre menteur, il se fait flouer. C'est que fondamentalement, le menteur souhaite que les gens soient vrais. Au niveau, par exemple, d'une transmission, au niveau de l'information, car il veut avoir l'heure juste, car ça lui est profitable. Il ne veut pas subir le mensonge. Cela doit être moins épuisant pour lui. Hein? Voilà. Donc, on a eu cette question-là aujourd'hui. Est-ce que le menteur, on se met à la place du menteur, peut-il avoir confiance en autrui? Et l'autre question que j'ai posée, c'est que par l'acte du mensonge, le menteur, rappelons-nous que le menteur est conscient de ce qu'il fait. Conscient qu'il va tromper quelqu'un, conscient de la vérité, conscient de ses stratagèmes, va-t-il se souvenir de ce qu'il a fait? Ça, c'est une autre chose. S'il pratique ça de manière continue, il se peut qu'il se fourvoie dans ses propres mensonges et qu'il perde aussi sa réputation progressivement, parce que ça va finir par se savoir. Mais l'autre question que je posais, allons-y avec... Ah oui, oui, Chris nous amène une belle élément de Nietzsche concernant le mensonge. Oui, oui, je me rappelle de cette citation-là de Nietzsche. Le problème, ce n'est pas le mensonge. Oh oui, c'est vrai, on avait aussi élaboré sur Nietzsche, sur le mensonge. Il disait même que la conviction était pire que le mensonge. On avait déjà disserté un petit peu là-dessus de manière spontanée. Merci à Christian de collaborer puis de nous envoyer un propos nietzschéen. Pour Nietzsche, dans sa fameuse affirmation sur le mensonge, lorsqu'il dit « Le problème, ce n'est pas que tu m'aies menti. C'est peut-être l'effet. Je ne pourrai plus te croire. » Il y avait une belle citation qui part. Une belle citation qui est revenue de Thomas Sachs. Oui, Thomas Sachs, c'est l'antipsychiatrie. Mensonge. Ah oui, c'est génial, celle-là. Sur le pardon. Attends, c'est tout ça? Pardon, ok, citation. Ah oui, écoutez bien ça. Thomas Sachs. J'ai lu plusieurs livres de lui. C'est un être très, très, très hongrois, si je ne philosophe, psychiatre hongrois, new-yorkais, même autrichien, si je ne m'abuse. C'est même fait penser à Karl Kraus, Paul Feyerabend, Thomas Sachs. Les sots ne pardonnent pas et n'oublient pas. Premièrement, première proposition, les naïfs pardonnent et oublient. Et finalement, les sages pardonnent et n'oublient pas.
pardonnent parce qu'ils veulent passer à autre chose. Ne pas nourrir une vie de ressentiment, comme les sots, hein, qui ne pardonnent pas et n'oublient pas, et vivent dans le ressentiment. D'autre part, les naïfs, eux, pardonnent, oublient et se font flouer encore et encore. Hein? C'est comme répéter les mêmes actions qui nous mènent aux mêmes conséquences et tourner en rond à l'infini. Nicole nous dit que les menteurs se camouflent derrière des paroles floues. Hey, c'est pas facile, hein, mentir, parce qu'il faut se souvenir de toutes les folies que nous avons dites, toutes les inventions. Pas facile. OK. Merci, Christian, d'avoir nourri cette belle propos de Nietzsche. Ça me fait penser à Thomas Satz. Est-ce qu'on y va d'une troisième question? Hein, une des premières qu'on a abordées dans une autre vidéo, c'était, vous irez voir les vidéos sur le mensonge, il y en a plein. C'est, pouvons-nous, une des questions, doit-on toujours dire la vérité? Ça, on a déjà réfléchi là-dessus. On a réfléchi aussi sur les effets problématiques de la pratique du mensonge. Pourquoi mentons-nous? Quels sont les effets du mensonge? On a déjà réfléchi là-dessus dans un autre enregistrement. Ça doit être récent. Mais depuis tantôt, on se questionne à savoir, un menteur peut-il avoir confiance en quelqu'un? Et même en qui a confiance le menteur? Et comment réagit-il s'il se fait mentir? Hein? Est-il craintif de tous les individus? Vit-il dans la crainte permanente? Hein? C'est pas évident. Pas évident aussi de vivre à tous les jours en disant toujours la vérité, parce que la vérité peut blesser. N'est pas toujours bonne à dire dans toutes les situations, etc. Chris nous ramène, merci Christian. Christian, il reste 2 belles journées de congé dans son congé. On lui souhaite 2 belles dernières journées, une demain. L'ennemi du vrai n'est pas le faux. Ah oui, ça, j'avais déjà disserté là-dessus. Mais la conviction. Oui, merci Christian pour la citation. J'ai allé voir une dernière vidéo, j'avais déjà réfléchi là-dessus, je ne devrais pas me répéter. N'oubliez pas qu'avant de vous quitter, je dois faire 3 affirmations, 1, 2 et 3. 2 vérités, un mensonge. On va terminer là-dessus dans quelques instants. N'oubliez pas de me rappeler. Hein. Avant de vous quitter, on y va avec 3 affirmations. On s'amuse ici. Hein. C'est comme le détecteur de mensonges. Voilà. On va y aller avec une petite citation. Benjamin Constant, tiens. Ouais. Bon. OK. Oui, c'est ça. Avec une petite citation. Est-ce qu'on a une petite citation de Benjamin Constant? Non, je n'ai pas ici. Mais la situation, écoutez comme ça. Allons-y ici. On sait que même si Benjamin Constant critique Kant concernant le mensonge, il est quand même, pour la plupart du temps, pour le fait de dire la vérité, que mentir est quelque chose de vil, mais on ne peut pas ériger le fait de dire la vérité en principe absolu, inconditionnel. Voilà.
Allons-y avec les trois... Je vais terminer là-dessus, les amis. J'ai une grosse journée éprouvante. On y va avec trois affirmations. Première affirmation. Affirmation, vous allez me dire quel est le mensonge. Affirmation 1. J'ai lu l'œuvre complète de Nietzsche. OK? Affirmation 1. Je vais vous les déposer. Alors, deuxièmement, j'ai vu Nirvana en spectacle. Mais là, ils sont venus 3 fois à Montréal. La première fois qu'ils sont venus à Montréal. Troisièmement, là, je vais mettre un vrai ou faux. OK, je vais mettre ça comme titre ici, là. OK, je vous arrange ça. 2 vérités et un mensonge. On s'amuse. Troisième affirmation. On y va avec quoi? Donc, vous trouvez le mensonge et il y aura 2 vérités. Donc, vous pouvez pointer l'affirmation 1, 2 ou 3. Là, je dois produire la 3. Affirmation 1, j'ai lu l'œuvre complète de Nietzsche. 2, j'ai vu Nirvana en spectacle. 3. On y va avec 3. Attendez, je dois réfléchir si vous me donnez un thème pour le 3. Ah oui. Bon, OK, 3. On y va. Alors, je vous invite à, à terminer ce live ludique. 2 vérités, un mensonge. Quel est le mensonge? J'ai lu l'œuvre complète de Nietzsche. J'ai vu Nirvana en spectacle. J'ai lu 5000 livres minimum. Alors, je vous invite à me dire quel est le mensonge. Donc, vous pouvez dire, est-ce que le mensonge, c'est l'affirmation 1, l'affirmation 2 ou l'affirmation 3? Je m'amuse, j'y vais avec cette proposition. Je vous invite à rédiger. Pendant que je fais un petit rappel ici, n'oubliez pas, pendant que vous répondez à ce petit jeu du mensonge pour terminer, ce soir, c'est un petit live spontané sur que penser du mensonge. On a abordé quelques thèmes. Et n'oubliez pas qu'on a notre super rencontre. Hein? Je comprends pas. Les gens n'osent pas s'inscrire. Inscrivez-vous, vous allez recevoir la vidéo. On a eu 130 inscriptions. C'est un webinaire gratuit. Amélie a déjà répondu. Je vais vous répondre à la question. N'oubliez pas de vous inscrire à ce fameux webinaire. Je vais vous lire ça ici. Écoutez bien ça. On y va avec le webinaire. Peut-on être authentique avec les autres si nous ne le sommes pas d'abord avec nous-mêmes? Cette question soulève des enjeux profonds sur notre capacité à vivre en vérité, à établir des relations sincères. Rejoignez ce webinaire philosophique du 29 juin, gratuit, pour explorer cette question discutée par les penseurs, tels que Socrate, Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, Krishnamurti, Charles César et plusieurs autres. Nous nous demandons qu'est-ce qu'un individu authentique? Hein? Ça sera notre réflexion. Et notre rencontre sur la joie du 19 août, du 17 août, je m'excuse, pas le 27, je me suis trompé. Et la suivante, que cherchons-nous? Hein? Cette joie simple et accessible qui est le thème. Plaisir ou joie? Y a-t-il une différence entre le plaisir et la joie? Si l'expérience de la souffrance est bien réelle et est présente sous toute forme, qu'en est-il de la joie? Est-elle définissable? Se présente-t-elle sous des aspects variés? Venez réfléchir sur le sens de la joie d'un point de vue philosophique. Alors, est-ce que des gens ont répondu? Bon, Christian doute de mon point. Alors, je répète, là, mettez-moi un chiffre.
Christian doute de moi, là. Bon. Deux vérités, un mensonge. Un. Et ceux qui sont en différé, vous répondrez aussi. Ceux qui nous écoutent en différent. J'ai lu l'œuvre complète de Nietzsche. Deux, j'ai vu Nirvana en spectacle. Trois, j'ai lu 5000 livres minimum. Bon. Là, Christian nous dit, ouais, mais tu n'as pas lu les livres au complet. OK. Est-ce que j'ai détaillé? J'ai 5000 livres minimum. Olga nous dit que le mensonge, c'est un. L'œuvre complète de Nietzsche n'a pas été lue. Martine dit que c'est les 5000 livres. OK. Olivier, attention, là. Si c'est à l'auditorium de Verdun qui est le troisième show, c'est vrai. Si c'est au Fouf, c'est faux. OK, tu as bien spécifié. Il y a eu deux spectacles au Foufoune électrique. Le premier, le deuxième, puis Auditorium de Verdun en trois. Merci Olivier de préciser. Moi, j'avais dit que c'était le premier spectacle. Et là, il me dit que c'est faux. Ce n'est pas que tu aies menti. Le plus important, c'est que, s'il vous plaît, c'est qu'on ne pourra plus me croire. Écoutez, là, on s'amuse. On est dans un cadre ludique, puis ça, c'est bien. Au moins, c'est ludique et on s'explique. Je vous donne la réponse. OK. Oui. Non, je n'ai pas lu l'œuvre complète de Nietzsche. Je pourrais dire à Christian, non, je n'ai pas lu l'œuvre complète de Nietzsche, mur à mur, là, les correspondances, vraiment l'œuvre complète, Gallimard, non. Plusieurs livres de Nietzsche, oui. Oui, j'ai vu Nirvana en spectacle. Et oui, oui, ça, je me suis arrêté de même de compter. Je vais répondre à Christian, oui, plus de 5000 livres. J'ai commencé à faire un calcul, à un moment donné, je me suis vraiment arrêté en plus. Est-ce que j'ai abandonné les livres en chemin? Peut-être que oui, quand même quelques fois, mais passé à travers la majorité, disons. Oui, quand même. Mais j'adopte le principe de Daniel Pennac, hein, un des premiers principes. Je vous le rappelle, je vais terminer là-dessus, les amis. Donc, il y en a qui ont vu juste, hein, il y en a qui sont quand même bons. Bravo à tous et à toutes. On va terminer avec le principe, avec deux principes. Donc, je vais parler de Hemingway, pour ceux qui veulent se mettre à écrire, et Pennac. Donc, un petit message de Hemingway pour écrire, puis un petit message de Pennac concernant la liberté au niveau de la lecture, hein, les principes de Pennac. On va terminer là-dessus. Excusez-moi, j'ai eu une grosse journée, les amis, très éprouvante. Donc, je suis un peu moins rigoureux ce soir. Les droits, le droit, les 10 droits, comme un roman de Pennac, oui. Donc, ceux que ça leur tente d'aller chercher ça, d'aller lire ça, on va y aller avec les 10 principes de Pennac comme un roman. Principe de Pennac. OK. Ah, il y a même un PDF. Ah ouais, ça peut-tu, ça? Comme un roman. Les droits du lecteur. Bon, parfait. Donc, j'ai pratiqué sans le savoir un des principes, hein, les 10 commandements de Pennac. On y va avec suivant. Tant qu'à ça, je préfère un petit live là-dessus. Le droit de sauter des pages. Mais moi, c'est surtout le droit de ne pas finir le livre. Hein? Le droit de s'interrompre lorsque la lecture n'est pas inspirante. Chris m'injonctionne à lire Nietzsche, hein? M'exhorte à lire Nietzsche au complet. On écoutera la suggestion de Christian de l'écouter, le Zarathustra, lu par qui déjà, Nietzsche, le fameux homme de théâtre. J'aimerais ça que Christian nous laisse ça sur le clavardage. Hein, donc, premièrement, Pennac, le droit de cesser sa lecture, le droit de sauter une page et le droit de ne pas terminer le livre, les amis. Mais il y en a qui s'obligent à le finir. C'est pas mon cas. Le principe d'Hemingway. Je vous laisse là-dessus pour ceux qui veulent écrire. Principe d'écriture d'Hemingway, ben, je n'ai pas besoin d'aller voir, je le sais par cœur. OK?
Ceux qui manquent d'inspiration, justement, ça va bien clore notre live sur le mensonge. Hemingway dit « Écris la phrase la plus vraie. » une phrase vraie, profondément vraie, qui t'habite. Hein? Hemingway, écriture. Je vais essayer de... Hemingway, principe, écriture. Je vois là, je veux bien respecter son propos. Hemingway, les 5 conseils d'écriture. J'espère qu'on a tout ce qu'il faut ici. Phrase courte, bien sûr, mais écrire la phrase la plus vraie, ça, c'est vraiment important. Vous voulez écouter un bel audio de Zarathustra lu par un grand maître de théâtre, Michel Lonsdal, Michael Lonsdal, le Zarathustra. Il y a même un site vraiment intéressant qui s'appelle c'est des audiobooks, des livres lus, un site sur la littérature en entier. On a des philosophes, mais c'est sûr que quand c'est lu par Michel Lonsdal, Zarathustra, c'est imbattable. C'est remarquable. On a des belles lectures. Donc sur ça, les amis, n'oubliez pas d'écrire la phrase la plus vraie. Et par ailleurs aussi, l'important n'est pas de terminer le livre, n'est pas de se forcer à lire, mais de lire jusqu'où ça nous parle profondément. Et nous pouvons, et moi j'ai réessayé, j'ai cessé de lire un livre pour tenter de le réessayer à 3 fois, puis ça ne fonctionnait plus. Donc j'ai dû l'abandonner, mais on peut revenir dans le temps, etc., pour relire des livres. J'ai essayé, je terminerai là-dessus, j'ai eu ma période Clément Rosset à 19 ans, 25 ans, 38 ans, et justement en 2018, une dernière période Clément Rosset, à qui j'ai dédié mon livre L'appel de l'être. Et écoutez, je suis rendu que je fais 3 finales. Je vais vous parler d'Alexandre, du Philosophie Magazine. Est-ce que c'est Alexandre Lacroix qui dit, écoutez bien ça, il a rêvé que Clément Rosset... il rêve à Clément Rosset. Clément Rosset veut l'appeler, veut lui parler. Il avait parlé à Clément Rosset le vendredi. Il fait un rêve sur Clément Rosset. Je crois dans son rêve, Clément Rosset veut rentrer en contact avec lui. Puis là, Alexandre Lacroix, il dit, je vais attendre lundi. Et là, Rosset décède dans son sommeil. Je pense qu'il avait fait quand même un rêve prémonitoire à ce sujet. Donc, voilà, pour ma 3e finale. Bon repos tout le monde, portez-vous bien et posez-vous la question. Notre question finale. Est-ce que mentir de manière continue est profitable? Croyez-vous que, au niveau d'une vie éthique, croyez-vous que mentir en continu est profitable au niveau éthique? Je vous laisse là-dessus. Portez-vous bien, salutations à nos gens qui nous écoutent en différé, en secret, etc. Merci pour votre présence. À la prochaine, on se voit possiblement... il va faire une grosse semaine de canicule, ça commence demain. On se voit possiblement cette semaine, quand il va faire moins chaud. Bye bye tout le monde. Prenez soin de vous.